Bonsoir à tous et je crois qu'on peut encore se souhaiter la bonne année. Alors bonne année à vous, en priorité, qui nous a fait le plaisir de venir de Bruxelles et vous de Paris pour cette confrontation exceptionnelle parce que vous ne vous êtes jamais confrontés, vous êtes parlé je sais, mais vous n'êtes jamais confrontés sur le terrain des idées, de l'architecture, de la démarche. C'est le sens de cette plateforme de la création architecturale qui s'est ouverte le 22 octobre dernier avec un match, j'emprunte l'expression vient de notre ami Drevon, un match entre TVK et RAF, match exceptionnel qui a donné lieu à des programmations exceptionnelles au sein de la plateforme. Alors je voudrais remercier encore une fois RAF et TVK d'avoir accepté, comme je l'avais dit, d'essuyer les plâtres, donc d'expérimenter un format qui n'avait jamais été mis en place. Ensuite, chaque équipe a des cartes blanches, non seulement sur la half-pipe là-bas avec les installations que vous avez pu déjà voir, mais aussi avec des invités. Et là, TVK nous a fait un festival de conférences, de masterclass. Vous auriez vu ici le samedi 40 à 50 personnes venir avec une assiduité exceptionnelle. J'étais là pas mal de samedis et je peux en témoigner. Voilà, je voudrais leur rendre hommage et je sais déjà que XTU a déjà relevé le défi avec une programmation de conférences qui vous les expliqueront et j'espère bien que nos amis de 51-4 vont faire exactement la même chose. C'est ici leur lieu. Voilà, avec leur programmation, c'est un peu le système de la poupée russe, on ouvre un capot, puis à chaque fois il y a quelque chose dedans qui emmène encore plus loin. Alors ce soir, c'est Jean-François Drevon, notre critique. Il n'a pas participé au rapprochement, à cette rencontre qu'on pourrait qualifier d'improbable. Qui aurait pu penser qu'un jour, que XTU serait sur le même terrain. Je ne parle pas d'un concours, je parle d'un débat d'idées avec 51-4. Ils ne font pas le même travail, mais vous verrez, ils expérimentent chacun à leur manière. Et c'est là-dessus que je vais lancer Jean-François Drevon, qui a la tâche et la mission de mener à bien cette discussion-débat. À toi, Jean-François. Je ne sais pas si je vais mener à bien, mais en tous les cas, on reste dans le cadre de l'expérimentation. Tu as parlé de carte blanche, c'est en train d'en distribuer à tout le monde, donc on en profite. Moi aussi, j'ai pris ma carte blanche et j'utilise l'écran pour faire une projection comme support à une conversation qu'il y a entre les deux équipes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les conversations entre architectes sont très rares. Il existe des conversations du type, comme il y a eu la semaine dernière à la Villette, entre Simon Tessou et Frédéric Martinet. Mais bon, c'est des jeunes architectes qui sont en milieu rural et qui venaient parler d'une même expérience. Il y en aura une autre la semaine prochaine à la galerie à l'Aya. Alors là, c'est Jean Nouvel et Claude Parent qui, eux, vont montrer leur projet de musée ou musée réalisé. Donc voilà, il y a les anciens, il y a les nouveaux, mais toujours pas d'équipe comme ça très différente, on va dire. Parce que quand Francis m'a parlé de la réunion improbable de XTU et 51-4, je me suis creusé la tête et donc, j'ai essayé d'inventer un parcours, on va dire un marathon à travers des images des agences. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces images-là, tout le monde peut les consulter. Il n'y a eu aucun travail préparé avec les deux équipes. Donc j'ai fait le public lambda qui se promène dans vos documents accessibles, sauf un mis à part, ça sera les projets Réinventer Paris que vous m'avez envoyé là récemment. Donc, Maestro. Donc, première confrontation, et non des moindres, c'est Jean-François Cabestan qui nous l'a rappelé, le pavillon de l'URSS face à celui de l'Allemagne, juste en bas là, de la colline. Donc, je rappelle des épisodes précédents.
Donc la série saison TVK. TVK invitait Éric Lapierre, dernière conférence. Là aussi, Éric Lapierre opposait deux architectes, Perret d'un côté et Venturé de l'autre. Il les opposait sur un terme qu'ils avaient en commun, eux, c'est-à-dire le banal ou l'ordinaire. Donc, Éric Lapierre, pour faire plaisir à Philippe, comme tu n'as pas vu la fin, Éric Lapierre concluait sur un texte de Mario Merz. Si la forme disparaît, sa racine est éternelle. Et alors ça tombe très bien parce que c'est absolument le sujet de ce soir, c'est-à-dire confronter comme ça des deux équipes pour essayer de comprendre ce qu'est une racine, ce qu'il y a derrière le projet, ce qui est la racine du projet, ce qui nourrit le projet. Donc c'est à ce moment-là que l'on prend le relais. Donc dans la série, donc les deux équipes, une à Bruxelles, une à Paris, photos des agences, et ces deux équipes ont fait à 2 ans d'intervalle une présentation aux entretiens de Chaillot. Donc je résume rapidement, histoire de situer, parce que tout le monde ne connaît pas tout le monde et on ne sait pas toujours ce qui a été programmé, bien que ces conférences soient consultables sur le site, ce que j'ai fait moi-même. Donc, Anouk, en 2011, nous expliquait qu'après l'expérience du musée de la préhistoire, ils se sont penchés sur la question du parcours muséographique et puis plus largement sur la question des flux énergétiques. Je caricature, je vais très vite, mais bon, bref, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis j'ai compris aussi que le rythme de la commande étant ce qu'il est, vous aviez dégagé un peu de temps pour faire de la recherche et développement, qui est aujourd'hui, on va dire, peut-être la chose qui vous identifie le plus. Donc ensuite, vous avez présenté les projets et puis on voit là, sur la droite, vous avez conclu avec des projets de culture d'algues en façade, de béton végétalisé, en imaginant même une adaptation radicale de l'être humain à son environnement. C'était ça, non ? Ça finissait comme ça, hein. C'est la dernière image. Hein. C'était l'homme photosynthétique. On a trop lu Houellebecq alors. Bah, c'était l'homme. Ah bon. C'était l'homme photosynthétique. Parce que comme on travaillait sur le bâtiment photosynthétique, une application ultime, c'était que l'homme lui-même photosynthétise en s'inspirant. On a un petit animal des mers du Sud qui subtilise les chloroplastes des plantes qu'il mange. Donc cet animal s'appelle Elysia chlorotica. Et ce qui fait qu'une fois qu'il a pris les chloroplastes, il les range sur son dos. Et il peut faire la photosynthèse lui-même. Alors on s'était dit, on pourrait faire la même chose avec les humains. Et en cela, on s'inspirait de l'homme de Houellebecq à la fin de la possibilité du Nil. Donc ça donne envie. Je sais pas, mais par contre, Elysia chlorotica est très jolie. Elle a un dos en forme de feuille, parce que comme ça, elle a plus de place pour faire la photosynthèse. D'accord, bon. Adaptation, alors, autre type d'adaptation, c'était 2 ans plus tard, c'est ça ? Exactement 2 ans plus tard, Frick venait à Paris pour la 2e fois, je pense, faire une conférence, après avoir fait une conférence un débat sur la réhabilitation avec Cabestan. Non, ça devait être après. Enfin bref. Tout ça pour dire que Frick titre sa présentation avec le terme dépaysement qu'il nous dit découvrir pour l'occasion de la conférence. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais en tous les cas, le dépaysement l'a conduit à faire le constat qu'une génération nouvelle était dans une urbanisation généralisée et que le monde était sans frontières, entre guillemets, pour l'agence.
Et cela tombait bien parce que Frick nous disait aussi qu'à la même époque, un des fondateurs qui ne fait plus partie de l'agence, qui s'appelle Peter Swinnon, était nommé Baumeister, donc ce qui interdisait à l'agence de participer à des concours en Belgique. Et donc grâce à ça, en étant exclus de la Belgique, ils se sont tournés vers l'export et ont construit partout en Europe. Là, Frick nous présentait 4 projets en Europe, dont on voit le cheminement là-haut. Voilà. Et Frick nous concluait sur la nécessité d'insister sur le rôle de l'architecte comme médiateur entre artistes et experts, ingénieurs. C'était à peu près ça ? Oui, c'est vrai que oui, d'être pas exproprié mais expulsé plus ou moins de la Flandre nous a créé un parcours, et ce parcours-là a nécessité encore plus qu'avant de travailler avec d'autres gens. Donc, parce pour nous c'est important d'être sur place, et si on est à l'extérieur, on ne peut pas vraiment être sur place. Et du coup, le système de vraiment monter des collaborations intenses et productives avec d'autres personnes est venu de cette période-là, et c'est aussi le fruit de la présentation d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est aussi la première fois qu'on présente comment on a structuré ce travail à l'interne de l'agence et qu'on le extériorise. Bon, on va y revenir. Donc, traces laissées sur le site de la Cité. Après, j'ai regardé les traces laissées sur le net. Alors, Google Images a sélectionné 2 pages. Et mis à part la couleur, il n'y a pas vraiment de conclusion à tirer, non ? Donc, ensuite... Comment ? C'est le vert, en fait, qui termine. Ils sont tous verts. Bah, effectivement, sur ce site-là, tout est vert. Mais nos projets ne sont pas tous verts, mais je sais pas. Peut-être chez Google, ils connaissent que le vert chez nous. Et vous, tout orange, hein ? Rose, ouais. D'accord. Grenade contre kiwi, en gros, hein, si on veut rester végétal. Hein. D'accord. Donc, en revanche, vous avez tous les deux un site qui a une page profil et sur laquelle on trouve 2 credos qui, pour exclure sur le fait que l'architecture devrait prédire le futur, tandis que pour 51N, que l'architecture contribue aux changements sociaux et urbains. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous mettez ça en premier comme credo de l'agence ? Je crois qu'il a à faire avec le fait d'essayer de mettre en avance quelque chose en but qui n'est pas l'architecture en soi, mais qui utilise plutôt l'architecture comme moyen, je dirais. Alors, je ne sais pas si on va prédire le futur, mais c'est vrai qu'on essaye de faire avancer les choses, de faire des expériences à chaque fois, sur chaque projet. On n'y arrive pas toujours, mais c'est un peu la base de notre démarche, en effet. Donc, pour vous, l'architecture est un outil pour prédire un avenir ? On va dire que c'est un champ d'expérimentation. D'accord, ça tombe bien parce que là, c'était Rémi Zog qui a fait une expo au CCS. Donc, entre
vous, votre position sur la question justement d'un avenir, et notamment d'un avenir scientifique. Est-ce que vous, l'idée d'un lieu qui est plutôt un lieu géographique à partir duquel vous avez un point zéro et qui vous permet d'aller n'importe où sans vous perdre, en fait? Parce que j'analyse un peu 51 N4E comme les... Oui, il faut dire, ce sont les coordonnées GPS de Bruxelles, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, donc, vous, c'est un type de recherche, y compris allant jusqu'à planter le béton. Et vous avez des protos, hein, enfin en tous les cas où on en trouve des images. Donc d'un côté le béton comme substrat et là on pourrait dire le contexte comme projet. Là, c'est Peter Sunen là, donc, qui n'est plus à l'agence, qui parle justement de la question là du contexte comme élément primordial, et on voit à côté une image de l'agence dans laquelle tous les projets en cours sont affichés en continu pour que même lorsqu'on aille pisser, on pense au projet, en gros. Oui, c'est vrai que aller aux toilettes, c'est souvent des moments très productifs, parce qu'on peut penser de façon différente et de façon un peu plus divergente, peut-être. Et par rapport au contexte, c'est vrai que comprendre le contexte comme point de départ et de comprendre le potentiel transformatif de ce contexte est pour nous assez excitant. Que le contexte n'est jamais un donné, mais toujours presque une ressource. Et, donc, contexte, c'est très connoté. Il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais pour nous, un vrai, quelque chose qui nourrit tous les projets, c'est vrai. D'accord. Alors, mise à l'épreuve, le contexte de la commande pour cette saison, c'était de produire une pièce sur le half-pipe. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait, puis après vous, qui justement de la même manière sur la question de la recherche, ce que vous avez produit vous. Oui, c'est vrai que ce qu'on a fait, c'est à la fois une réaction sur la forme qui a été donnée, qui est une forme qui est à la base pensée pour être utilisée pour permettre un mouvement. Ici, l'objet est très mais à distance, plutôt qu'il invite. Et la première réaction, c'était d'utiliser cette forme, parce qu'elle elle a une courbe très douce qui a vraiment la taille d'un corps. Et on voulait coupler ça avec effectivement cet exercice de synthétiser quelques années de travail sur la structuration de l'agence et comment toute cette curiosité de contextes différents, situations différentes, comment ça peut être couplé avec quelque chose qui est beaucoup plus systémique et qu'il y a des questions qui sont latentes, qu'on peut développer à travers plusieurs projets, et comment est-ce qu'on peut structurer ça aussi pour avoir une sorte de base de travail qu'on peut partager et qui peut être nourrie par plusieurs personnes. Donc, on a essayé de faire une installation qui montre à la fois sur l'écran, si on s'allonge, les états plus ou moins finis, donc ce qui est en général représenté quand on parle de l'architecture. Par exemple, il y a un livre d'architecture en Flandre. En général, il montre ces images-là, les images finies de l'architecture, de l'objet. Et donc, on a montré ça en haut. Et autour de tout ça, il y a un environnement plus ou moins domestique, très simple, mais très accessible, qui montre tout ce qui est sous la face de cette représentation, avec sur le côté droit du half-pipe, plus le système qui génère tout ça, qui génère tout ce qu'on voit sur la half-pipe. Donc ça, c'est plus ou moins le dispositif qu'on a
qu'on a créé, avec plusieurs objets qui sont des objets qui sortent des collaborations. Donc le rideau, on n'a pas dessiné nous-mêmes, la lampe non plus. Tous les autres objets sont des objets collaboratifs. Et c'est ça qu'on voulait mettre en avant aussi. Juste que la côté arrière, c'est un peu l'arrière du décor, dans le sens qu'il y a tous les noms de projets. C'est un peu comme à la fin d'un film qu'on voit. Donc, pendant qu'on est dans le film, on n'y pense pas, mais une fois que c'est terminé, on voit l'immensité de noms qui ont de personnes qui ont contribué. Le générique et c'était une infini. dimension qu'on voulait mettre en avance. Alors, pour notre installation, elle rappelle un petit peu ce que vous avez montré avant. Vous avez montré avant le béton qui pousse. Alors, ce béton qui pousse, c'était une sorte de petit manifeste qui racontait qu'au lieu d'avoir une ville propre et bien léchée, fabriquée par nos cimentiers pour qu'aucune plante puisse pousser dedans, eh bien, on pourrait imaginer une ville qui soit faite à l'envers, qui laisse pousser les plantes, qui laisse pousser la biodiversité. Et donc pour ça, on a travaillé sur des compositions chimiques du béton, sur des granulométries différentes. Et tous les soirs, on a coulé du béton pendant un certain temps pour essayer de trouver le béton qui allait laisser pousser les plantes. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est aussi une sorte de manifeste de cette période de transition. Ça symbolise le passage d'un monde dominé par l'industrie, donc des tubes en métal parfaitement faits par les industriels. Donc des tubes qui représentent l'ère du fer et de l'acier, et voilà, le monde industriel. L'aluminium, là, en l'occurrence. En l'occurrence, c'est de l'aluminium, mais c'était pour une raison de poids, parce qu'on avait peur que le half-pipe s'écroule si on faisait en fer. Donc on a fait un peu plus léger en se disant c'est du métal quand même. Et voilà, et cet univers standardisé finalement, eh ben, il pourrait être colonisé par le vivant qui va perturber sa forme, qui va évoluer. Là, c'est les premiers jours, peut-être dans 6 jours, dans 10 jours, dans un mois, eh ben, ça va être complètement envahi et ça va être différent. Et voilà, c'est une façon de mettre le spectateur face à ses désirs et face à ses peurs. L'époque, elle est prête au changement et on voit bien qu'il va y avoir des transitions. En même temps, la nature, la biodiversité s'inquiète quand même dans la ville. On ne sait pas, toutes ces araignées, ces insectes, ce que ça va faire. Peut-être ça inquiète les gens. Et donc en fait, le public, les urbains sont en proie contradictoire à la fois face à leurs désirs et face à leurs terreurs. Et en fait, tout le cycle de conférences qu'on a organisé va parler de ça. De ce changement, ce passage d'un monde dominé par l'industrie, par la chimie, à un monde plus naturel. Et il va parler aussi de nos peurs et de nos désirs, et voilà, suivant les intervenants. Donc là, on comprend bien que d'un côté, la recherche vous inspire et le contexte vous, on va dire, innerve la production. Donc, j'aimerais retourner un petit moment sur votre site. Sur le site internet, on trouve des contributeurs et là, il y a 2 auteurs qui parlent ensemble d'un même terme, plus ou moins. Donc, à la façon de Lapierre tout à l'heure sur le banal ordinaire, est-ce que là, vous pourriez chacun, à votre tour, définir ce que votre auteur entend comme autour de minimal? Une page de pub. Alors, c'est... Non, parce qu'au fond, quand j'ai lu ça, je me suis dit, minimal, XTU, c'est vraiment pas l'image qu'on a de la production, quoi. Alors, c'est un sujet qui sera peut-être abordé plus tard, c'est tout ce qui est communication. Donc, notre site n'est pas très actualisé. Donc, voilà, parce qu'effectivement, même si on aime bien se projeter dans le futur, on se désintéresse peut-être un peu du présent, notamment dans la communication. Et alors, c'est effectivement un texte qui est assez ancien et qui correspondait à une production qui était plutôt plus carrée sur des programmes plus sur d'université, de logement, où on n'avait pas encore abordé à la fois des programmes plus culturels
et dans des pays étrangers qui nous ont en fait beaucoup ouvert l'esprit finalement, donc d'où toute l'évolution du travail. Et c'est pour ça que, bon, à cette époque, minimal, ça ne veut pas dire forcément aussi une architecture carrée, béton, très sobre. C'est aussi peut-être faire des effets, mais utiliser le minimum de matière ou de moyens pour arriver à ces effets. Ça ne veut pas dire l'absence d'effets non plus, quoi. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que le mot minimalisme était employé, je pense. D'accord. Mais bon, ça fait effectivement, formellement, quand même, ça renvoie au début de la production, je pense, à la maison, l'architecture de la ville à Lille, des choses comme ça qu'on verra plus tard. Donc, comme ça. Commissariat, voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait à la fois une écriture assez brutaliste, très parallépipédique, très épurée, on va dire, et même assez formelle finalement. Et aujourd'hui, ça a l'air plus formel, mais en fait, ça l'est moins. On va expliquer après. Et vous, sur la question du minimal, sachant que là, c'est pas forcément lié à la forme. Quand je lis le texte de Xtu, c'est effectivement quelque chose, une situation dans laquelle on se trouve tous les deux agences, c'est que chaque agence, je pense, a tendance, n'importe quelle agence d'architecture presque a tendance de faire des objets qui sont clairs et définis et qui sont contrôlés, qui ont une certaine contrôle et calme. Mais on est, je pense, tous les deux dans les situations que les environnements dans lesquels on rajoute ces bâtiments sont de plus en plus fragmentés, de plus en plus hétéroclites. Et du coup, ça pose vraiment question, je pense. Et c'est ça aussi que quand j'ai parlé des territoires urbanisés à l'infini qu'on a hérités, c'est ça qu'on voit, que ce système assez moderniste de rajouter des bâtiments et des bâtiments et des bâtiments, ça produit des environnements qui sont presque le contraire de tout ce que tous les objets évoquent. Et de plus en plus, on essaye de travailler avec cette contradiction. D'ailleurs, tu parlais à un moment donné de l'exposition aussi à la Biennale sur la récupération des bâtiments aux Pays-Bas qu'il y avait eu au pavillon hollandais. C'était pas toi, d'accord. Bon, en tous les cas, les deux textes sont signés par des critiques, alors à Paris, en Belgique, par Raymond Belot, et voilà, et en Belgique par un Parisien, Dominique Boudet. Donc ensuite, deuxième partie, la partie que j'appelle grand témoin, qui au fond, on s'aperçoit qu'il y a des gens très intéressants qui se posent des questions. Et là, je me disais, c'est peut-être l'occasion qu'ils vous posent des questions. C'est-à-dire qu'ils demandent aux architectes à eux-mêmes, aux architectes eux-mêmes, je veux dire, de répondre. Donc, vous verrez, il y a 4 questions. Et chacune des questions sera illustrée par des projets des 2 agences que j'ai choisies. Voilà, donc, vous n'êtes pas responsable des choix. Donc, première question par Manuel Orazzi, qui, à partir de Filaret, affirmait du client qu'il est le père, l'architecte la mère et le bâtiment l'enfant. Doit-on aujourd'hui tuer le père pour réussir l'architecture, et que faire avec la commande publique ? Bon, Manuel m'a rappelé en me disant si je trouvais pas ça un peu trop psychotique. Je lui dis non, c'est pas grave, c'est juste une image, et c'est juste un prétexte en fait pour parler de la relation client-architecte qui, je sais, qui est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, on peut distinguer la commande privée et la commande publique. Alors, dans un premier cas, là, j'ai réuni quelques exemples, si vous voulez en parler, ou on peut...
parler de comment, pas comment vous avez, vous réussissez à avoir vous démarcher, mais quelles sont vos relations avec vos clients, sachant que après on va parler du cas spécifique de Bordeaux. Pour nous, comme on travaille quasiment toujours en commande publique, en fait, le client, on ne le connaît pas tant qu'on n'a pas gagné le concours d'enco. Au niveau de la conception, finalement, on fait la conception en fonction d'un client imaginaire que l'on imagine à partir du programme qu'il a produit. Donc, il n'y a pas de relation directe. Donc, on ne va pas tuer le père parce qu'au contraire, on essaie de le séduire parce qu'on aimerait bien gagner le concours. Et oui, on aimerait bien avoir un père, peut-être. Et donc, en fait, c'est finalement assez rare d'avoir un rapport direct avec le client. Il n'y a que 2 fois, finalement, où on a fait un projet avec un client. C'est notre plus petit projet, la chocolaterie de Patrick Roger. Et un projet qu'on fait qui s'appelle Projet Nuage, qui est pour Philippe Journeau de la compagnie Fasbourg, où c'était des commandes directes et donc une réhabilitation et un petit projet de 60 mètres carrés, et où on a fait le projet en fonction du client, en fait, en fonction du site, mais on a considéré que le client faisait partie du contexte, soit par en général par la culture qu'il amenait ou par les productions artistiques que lui-même pouvait avoir. Et donc finalement, dans les 2 cas, on a fait un projet qui est aussi inspiré, par exemple pour le projet qu'on a fait pour Philippe Journeau, de la collection privée de ce collectionneur, en fait. Donc il y a une esthétique propre qui vient de ça, mais c'est les 2 cas, en fait. Et donc, tu penses aussi que la commande publique, enfin le système plutôt des concours, c'est ça, est exclu de tout rapport avec le client? Ça dépend des procédures. Par exemple, le projet de Saint-Nazaire, qui est affiché ici, était une commande publique, mais une procédure négociée qui permettait d'avoir 2 fois une conversation sans mesurer vraiment ce que le client pense, mais même si on pouvait pas vraiment dialoguer, on pouvait sentir qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et c'est ça que le projet peut faire vraiment, c'est de faire évoluer les perspectives. Et pour cette base sous-marine de Saint-Nazaire, il y a tellement de perspectives, tellement de problèmes et d'obstacles avec ce bâtiment que le projet architectural peut vraiment à la fois les soulever et les réarticuler. Et je pense qu'on a gagné cette procédure parce qu'on avait proposé non pas seulement notre interprétation, mais aussi ils ont senti qu'on avait des facilités à travailler avec ces tensions, de les réarticuler, et que nos projets qu'on montrait comme référence parlaient de la même chose. Et c'est vrai qu'en Belgique, beaucoup plus qu'en France, le dialogue est organisé pour ces projets publics. Et c'est vrai aussi que souvent, quand on fait des concours où il faut montrer des panneaux et des images qu'on perd, parce qu'on ne sait pas faire ça. Vous ne savez pas montrer ou construire un projet sans en parler? Oui, on ne sait pas. Pour nous, ça n'a pas de sens de créer une image au début. Et donc, effectivement, souvent, on fait des images qui sont trop moches, trop brutes, trop bricolées. Mais ce bricolage, pour nous, c'est très important pour, au fur et à mesure, articuler et d'aller vers une solution. Et, donc, aux questions du programme donné ou du programme déjà formulé et défini et fini, souvent le concours, ou toujours le concours ne permet pas beaucoup de flexibilité dans ce sens-là et tu dois respecter les conditions. Pendant qu'une fois que tu es dans la procédure, au moins le projet de l'agence le plus intéressant, selon moi, sont ceux-ci qui ont réussi à recalibrer presque la question du programme en soi.
Et par exemple, le projet de la grosse rénovation que vous aviez présentée à Paris, Seamine, c'était un concours, une commande directe ou bien un concours? Oui, c'était un concours, mais juste, ils avaient dit dans les cahiers de charges, il ne faut pas travailler plus qu'une semaine, et il faut présenter une vision et des principes. Et donc, il y avait quelqu'un qui est venu avec une très grande maquette qu'il avait produit pas dans une semaine, et il n'a pas gagné. Et donc, je ne sais pas parce qu'il a fait une maquette, peut-être le projet n'était pas bon, mais c'est vrai que c'était plus une vision et une approche qui était demandée et pas des images finies. Et c'était aussi déjà dans l'interprétation de ce qu'on peut faire avec un bâtiment existant. On peut faire des pistes tellement diverses et tellement variées que ça fait déjà projet. Je pense que la première lecture de la capacité d'une situation est déjà beaucoup un projet. Et à la fin, on se trouve beaucoup dans des procédures comme ça, qu'il y a une toute première petite phase de vision, une note d'intention, pas plus que ça, mais que souvent ça reste à travers le projet après, car c'est un moment de condensation des idées, mais pas une articulation du design encore. Et alors, vous, c'est le fait de ne pas avoir ce genre de procédure qui permet justement on va dire, je ne sais pas comment le décrire, mais voilà, partager des intentions, qui fait que vous vous retournez plutôt du côté de la science, en tous les cas des scientifiques, qui vous paraissent peut-être plus accessibles. Cette communauté vous paraît plus accessible que le milieu même de la commande traditionnelle, peut-être pour élaborer un dialogue et des allers-retours, parce que je sais que votre programmation, ce ne sont que des scientifiques, par exemple, pour la saison suivante. Alors bon, c'est un parti pris qu'on a pris de centrer sur la recherche, effectivement, et sur l'innovation, et sur le rapport et l'évolution possible d'une ville vers plus de vivants. C'est pour ça qu'il y a surtout des scientifiques qui viennent, mais pas que, il y a aussi un philosophe, par exemple. Sciences molles. Mais après, c'est vrai que en fait, le philosophe, il va parler de la nature dans la ville du futur, à travers le cinéma, en fait. Donc je pense que ça devrait être assez intéressant quand même. Ça part de l'imaginaire, en fait. Donc là, c'est vraiment un parti pris ici. Mais évidemment, quand on fait des projets, on ne fait pas que de la recherche, on fait des projets comme les autres. Et effectivement, on est confronté à ce problème dans les concours, quand on a 1, 2, 3 ou 10 solutions, et qu'évidemment, elles ne correspondent pas toutes exactement au cahier des charges, et qu'il faut qu'on arbitre dans notre tête à imaginer qu'est-ce que le client potentiel va préférer. Et on aimerait bien pouvoir lui parler, mais c'est pas possible. Et donc finalement, souvent, ça reste un dilemme. Et jusqu'au dernier moment, on va balancer d'un côté et de l'autre, ce qui amène des très grosses charrettes à l'agence après. C'est pour ça que je vous disais que, a priori, vous recherchez quand même malgré tout le contact pour élaborer ensemble des projets, et ces contacts-là, on les trouve plus facilement vers une communauté scientifique, la catégorie classique de la commande, parce que vous disiez que vous, par exemple, vous n'aviez pas ou très peu de commandes privées, qui est la solution souvent la plus évidente. Vous êtes vraiment aguerri à la question de la commande privée. À chaque fois, vous racontez des histoires. Si même, comme tous les architectes, vous avez commencé en famille, au niveau de la commande, à chaque fois, la commande privée, c'est toujours des grandes histoires. D'ailleurs, vous en faites clairement des publications, par exemple. Donc, c'est vraiment important, et c'est même des choses qui sont écrites, presque romancé, on va dire. Oui, c'est vrai que l'image qui est projetée ici de rencontre des grands hommes avec des grandes idées, nos projets, oui, parfois il y a des grands hommes, mais c'est souvent aussi les situations les plus intéressantes sont des gens qui
ont des doutes. Par exemple, la maison dont tu parles avec le mur de métal autour, c'était un couple qui était en doute. Est-ce qu'ils restent ensemble? Est-ce qu'ils restent dans leur maison? Et c'est une situation avec beaucoup de potentiel de transformation. Et aussi à Saint-Nazaire, par exemple, qui est presque l'inverse. Beaucoup de, c'est pas péjoratif, mais beaucoup de petits fonctionnaires et une petite ville avec un grand problème, ce grand base sous-marine. Vu que le fait de la situation était en fait qu'ils avaient un grand homme, un grand maire, qui après 20 ans a quitté son mandat et il se trouvait presque tout seul et ils étaient tous perdus, mais dans le bon sens. Et c'était pour nous un contexte très fertile pour faire le travail pas d'écouter ce qu'ils veulent, mais de parler avec eux pour voir ce qu'ils pouvaient faire ensemble et quelle ambition est-ce qu'ils pouvaient avoir. Et c'est à chaque fois un travail de ne pas écouter ce qu'ils veulent, mais de pousser nous et eux à faire mieux. Et il faut avoir des gens qui sont ouverts et qui sont engagés. Et ça, c'est la seule nécessité. Alors, pour répondre à la question, effectivement, sur le champ de la recherche, on a notre approche. Et ça a commencé avec le musée... Les scientifiques, par définition, doutent. C'est la base, théoriquement, non de la science. Et mettre une hypothèse... Déjà, les scientifiques, ils sont chacun dans leur labo. Et nous, on est chacun dans nos agences. Et on ne peut pas parler avec les clients. Et donc, finalement, chacun est dans son coin à faire des choses séparées. Et à un moment, quand on a travaillé sur notre projet en Corée, on a été amené à faire le travail qui d'habitude est fait par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la définition du contenu scientifique, la définition... ça, on va y venir après de ça. Et du coup, on s'est aperçu que finalement, on pouvait dialoguer avec d'autres corps de métier, que c'était passionnant, que c'était même super excitant en fait, et que chacun était dans son coin, et que si on établissait des liens avec les uns et les autres qui étaient chacun dans leur coin, ça donnait vraiment quelque chose de très intéressant. Et finalement, après, on s'est dit, cette méthode, il faut la développer. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à travailler sur des projets de recherche collaboratifs, où on a fait effectivement ce qu'on ne fait pas d'habitude dans notre métier, c'est-à-dire établir des liens, établir des ponts, et finalement coordonner tout ça. D'accord. Donc, Frick, tu nous expliquais bien qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des grands hommes pour faire des grands projets, mais quelquefois, on se frotte au public, aux politiques, justement, et travailler avec un premier ministre, c'est aussi à l'autre extrémité de l'échelle, si tu veux. Là, tu travailles avec un homme théoriquement important. Et là aussi, est-ce que vous pouvez travailler d'une façon collaborative? Parce que face à ça, il y a l'image de Anouk avec Anne Hidalgo, qui sont plutôt là dans des relations on va dire, de présentation, vente, plus que travail collaboratif, non? Hein, c'est vraiment deux images qui sont complètement opposées, parce que d'un côté, l'image a été prise au pavillon suisse à la Biennale de Venise, qui était sur une façon de discuter ensemble des projets de Tirana, non? C'est vrai que Edi Rama, c'est un homme très puissant et très inspirant. Très grand, oui. Il est très grand aussi. Il est presque aussi un peu violent. Oui, collaboration, oui et non, je pense. Pas collaboration comme une collaboration avec les scientifiques où on met les deux choses ensemble. C'est plus que lui, il a des désirs et il a des visions. Parfois, ils sont bonnes, parfois, ils sont un peu moins bonnes, mais je pense que nous, dans la confrontation avec lui, on l'aide à articuler ses idées, parfois à réorienter des orientations, mais à chaque fois qu'on capte l'ambition qu'il a et qu'on est en capacité de reformuler tous les conflits et toutes les tensions autour de ça, et pour les rendre productifs,
parce que dans un contexte albanais, il y a énormément de tensions. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais Johan, qui est pas là aujourd'hui, il est à Tirana. Il a aussi une vraie capacité à être ambitieux et doux à la fois. Et avec cette capacité-là, on est dans un contexte assez déstabilisant. Et avec la force et l'ambition d'Edi Rama, il y a une sorte de melting pot, ou une sorte un truc qui génère des dynamiques qui sont très intéressantes. Mais c'est vrai que c'est un Premier ministre artistique, aussi assez intellectuel. C'est un homme des idées, effectivement. Et, il crée un contexte autour de lui qui est parfois violent, mais souvent très dynamique. Alors, est-ce que vous avez le même rapport avec un homme politique, pour l'instant moins puissant, à Bordeaux, avec Alain Juppé? Quels sont les rapports? Alors, je dois dire que aussi bien en Corée qu'à La Réunion ou à Bordeaux, où on a quand même des projets culturels qui ont été portés par des hommes politiques forts, les projets ne se seraient pas faits sans ça. En fait, c'est quand même des hommes politiques qui sont tellement un niveau au-dessus qu'on n'a pas vraiment un rapport direct d'échange. C'est toujours des rencontres dans des conditions assez formelles, une visite, une inauguration, une phase de projet où ils peuvent s'exprimer, mais bon, on va pas aller prendre un café ensemble. C'est des mondes séparés, en fait. C'est pas le même niveau, en fait. C'est pas comme avec des scientifiques où on va avoir un alter ego de même niveau en face de nous. Eux, ils sont au-dessus, quoi. Et ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas le cas avec Edi Rama. Donc, ça, c'est vraiment différent. Lui, il peut vraiment juger un projet. Il peut te dire, oui, je pense que parfois c'est très spécifique. Parfois, c'est très sur le niveau des valeurs. Donc, il y a un engagement que lui, il a, qui pousse les projets. Et effectivement, moi j'étais là-bas à la conférence où Juppé et Vincent Feltès étaient présents. Et moi, personnellement, j'ai trouvé un manque d'engagement presque de la part de Vincent Feltès pour porter cette opération. Et cet engagement, je pense que c'est très important pour... et j'ai vu dans cette même conférence Monsieur Juppé qui avait cette conviction. Et c'était une situation assez étonnante. Alors je dois dire que pour tous les projets culturels, l'engagement du politique est majeur. En fait, le projet de Bordeaux, il se fait parce que Alain Juppé le porte. C'est très clair et c'est essentiel. Le projet qu'on a fait en Corée a été porté par le gouverneur de la région du Gyeonggi, qui est la principale région économique de la Corée. Et à chaque étape, il était là, il donnait son avis, il a vraiment porté le sujet. Quand il y a eu la récession là-bas, il a fait passer en projet prioritaire. Et même si on avait un rapport assez formel, quand même, il a toujours été là, quoi. Et le projet qui s'est pas fait, c'est quand même le projet de La Réunion, qui était porté par Paul Vergès. Et quand il a perdu les élections, évidemment, le projet il a disparu, il est tombé à l'eau. Donc, vous en vente, pardon. On sait aussi, on a eu un projet de la place centrale de Tirana, aussi au contexte albanais. Donc, au départ même, avant la tour, non? Non, c'était après. Après Architecture Studio, qui avait le projet, oui. Vous êtes arrivé, vous, derrière. Oui. Et grâce à la crise, grâce à la crise et aux problèmes dont tu parlais, des tensions, le projet d'Architecture Studio n'a pas pu se faire parce qu'il imposait un schéma. Et vous, derrière, justement, vous êtes arrivé avec une approche de discussion avec le client qui a permis de retisser un petit peu des tentatives de projet. Pardon. Je veux faire un détour. Non, c'est juste car ça lie avec la question des politiques qui portent le projet. Ça fait aussi qu'une fois que les politiques ne sont plus là, ils perdent une élection. Et ça fait très souvent aussi que le projet est juste...
Ça va avec les hommes forts qui portent une petite partie de personnes qui portent fortement un projet veut dire aussi qu'il contient un risque de une confrontation une fois que ces hommes ou femmes sont plus là. Et c'est souvent aussi les projets qui les tiennent, qui tiennent une visibilité du politique. Donc quelque part aussi, s'ils partent, c'est logique que le projet s'effondre. Enfin, c'est triste, mais oui, il y a une logique. Oui, il y a une logique, génétique. Mais c'est aussi une certaine type d'approche. On peut aussi beaucoup plus tisser une sorte de un web. To réseau. Create, to make a network of people. Et ce type d'approche fait des choses qui apparaissent moins fortes, mais qui sont à la réalité peut-être plus résilientes et plus solides à la long terme. Ce qu'il y a aussi, c'est que sur ce qu'on dit, pour nous, c'est aussi lié au projet culturel. Un projet culturel, c'est pas évident de le faire passer. Autant des logements, un hôpital, une école, même si l'homme politique change, ça va continuer parce que ça paraît utile à tout le monde. Par contre, le projet culturel, souvent les gens ont tendance à dire que la culture c'est pas très utile. Donc le jour où l'homme politique est plus là pour porter, le projet culturel il a tendance à disparaître. C'est pour ça qu'on a besoin d'eux en fait. Mais on a eu l'expérience à Seamine, à Genk, la rénovation. C'était commencé par un maire et je pense qu'il avait créé. C'était tellement un réseau de gens dans la ville qui ont porté le projet, qui ont créé les subsides. Et donc, c'était porté vraiment plus par une équipe que par un maire. Et ce projet-là a survécu le changement de maire. Et je pense que c'est quand même une leçon assez importante que ce réseau de gens qui s'approprient, qui sont vraiment propriétaires d'un projet, que c'est aussi très important de ne pas juste se contenter avec... Pour ne pas à la fin avoir une architecture qui est utilisée comme weapon, comme une arme politique. C'est pas ça, ou ça devrait pas être le but, disons, de l'architecture. En l'occurrence, le résultat des courses pour l'actualité des projets, la Cité du Vin se termine. Et le projet des 50 000 logements est abandonné. Et là, justement, c'est lié à ce que tu disais, la relation peut-être ville-cube, c'est-à-dire Feltès-Juppé. Donc là c'est un autre cas de figure, mais c'est aussi une guerre politique qui détruit peut-être le projet. Parce que vous aviez quand même pas mal bossé, il y avait beaucoup d'équipes, vous étiez engagés, vous aviez réussi à produire quand même des directions pour revitaliser un grand territoire, ce qui est pas évident, quoi. Même si c'est un plus petit territoire que Toulouse, Bordeaux a le mérite d'avoir encore des espaces libres. Je ne connais pas la finesse de la situation politique et je ne sais pas tout ce qui s'est passé après. Mais une chose que j'ai vue, c'est que c'est que cette opération de 50 000 logements est présentée comme une recherche, mais était peut-être beaucoup plus un projet de communication. Et ça a coûté énormément d'argent. Jamais on a eu un projet de recherche avec tellement de budget. Mais c'était vraiment pour nous une ressource. Mais aussi que la deuxième chose que j'ai vue, c'est que le rapport de force entre le centre de Bordeaux et les 26 ou 27 communes autour, c'est dans la réalité une sorte d'équilibre fructif que les 5 équipes ont vraiment reconnu et développé. Et maintenant, le logo de Bordeaux Métropole est devenu une étoile avec un seul centre. Donc, pas du tout un réseau. Et je pense que c'est clair aussi que cette idée de centralité ou famille de constituants
collaboration, coopétition. Cette situation est la situation qui était sous toute cette recherche. Et le fait que c'est devenu un schéma avec une étoile, avec une centralité, ça je trouve très dommage, personnellement. Bon. Peut-être c'est trop abstrait pour la salle, mais... Non, on imagine que même une leçon qui ne coûte rien, quelquefois, c'est même pas réutilisé, quoi. C'est un peu... Bon, à propos de leçons, autre question du professeur Lucan, qui se pose la question, après le carré, le pentagone, c'est la catastrophe formelle, donc qui vous pose la question, pourquoi toutes ces formes détachées de toute emprise culturelle ou archaïque, et donc retour en arrière ou fuite en avant, à quoi nous mène tout cela? Et en gros, est-ce que vous sentez que vous faites des formes pour le plaisir, par pure volonté d'être maladroit, maladroit ou élémentaire? Alors, donc Lucan là s'explique dans son livre là sur précision, il fait le tour des bâtiments contemporains. Effectivement, en analysant toutes les formes, on se retrouve devant un bestiaire assez impressionnant. Alors, élément du bestiaire. Mais non, ce que je voudrais savoir, c'est parce que quand on dit que c'est purement formel, c'est-à-dire que ce n'est qu'une dégradation, je dirais, de la géométrie ou alors d'emprise culturelle, alors que quelquefois, la forme, c'est aussi une réponse. Donc, c'est pour ça... Est-ce qu'on peut répondre à Lucan d'une autre manière que d'une manière idéologique ou historique qui fait qu'on passe d'un système à un autre, mais surtout qu'on joue peut-être avec les éléments qu'on a, nous, en tant qu'architectes? I think at the office we like clumsy things. En français. Oui. Des choses maladroites, je trouve. J'ai ému des formes maladroites. Pour nous, ça a une vraie force parce que aussi un enfant est maladroit et ça provoque beaucoup plus de rapprochement peut-être que des formes qui sont trop parfaites ou trop lisses ou trop. Donc parfois le maladroit c'est vraiment génial comme outil d'engagement et de provocation et de générateur de conflits, mais aussi je ne sais pas, presque amour, je ne trouve pas les bons mots en français. Mais le fait qu'on peut être attaché à quelque chose, parfois quelque chose qui n'est pas parfait et qui a une certaine... Oui, ça crée aussi une certaine sympathie peut-être. Que, par exemple, dans cette maison-là, le fait que les formes sont un peu... archaïque ou qui semble pas dessiné. Dans la réalité, c'est extrêmement fort. Ça produit vraiment un environnement qui devient naturel, très organique et très proche au corps. Et ça, c'est... Je trouve que ça dépend un peu aussi des cas. Donc, dans ces cas-là, c'est une maison dans un paysage. Alors, il n'y a pas de références, disons, beaucoup de traces humaines, si vous voulez. Et ce que tu veux insérir dans cet environnement-là, c'est difficile de trouver une forme. Ça serait presque plus violent de mettre une maison, quelque chose de reconnaissable comme une maison. Mais il y a aussi des contextes où tu veux plutôt te camoufler entre autres bâtiments, et là une forme très spéciale ou très maladroite, ça ferait pas oui, ce qu'elle servirait pas le propos.
Enfin, ceci dit, vous êtes, on le voit là, parce que il y a une image sur votre site, on voit le chantier qui est en cours donc, et qui montre ce béton qui paraît rouge, un peu rose, donc qui donne effectivement cet aspect-là très très naturel et en rapport avec. Bien que ce soit une vue serrée, on a l'impression d'être en montagne effectivement. Donc on comprend un contexte rien qu'avec une matière et une forme, justement. Et vous pensez que vous faites des formes maladroites ? En fait, qu'elles soient à droite ou maladroite, ça nous est un peu égal. Pour la Cité du Vin, par exemple, dans la programmation, il était demandé une grande salle d'exposition permanente. Donc c'est le plan qu'on voit là en axonométrie. Et on nous demandait aussi de faire une sorte de belvédère qui permette d'avoir un restaurant qui ait une vue sur toute la région des vignobles. Donc en fait, on avait fait un grand carré pour avoir la grande salle d'exposition permanente et une tour carrée pour répondre au programme. Et puis comme c'était le musée du vin, on s'est mis un peu à boire et puis finalement, un matin, il est ressorti ça. Donc on s'est dit pourquoi pas, finalement ça va fluidifier les formes, ça va répondre peut-être plus au propos qui est de parler de la civilisation du vin. On était en bordure de Garonne. Donc tout ça, ça a pris forme et puis ça a donné cet objet qui soit... voilà. En fait, on est arrivé à ce projet pour nous comme une évidence qui arrivait après beaucoup de maturation, de réflexion, de dégustation en l'occurrence. Et alors effectivement, c'est une forme, donc est-ce que c'est du formalisme? Je ne sais pas, mais c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas du tout notre enjeu de faire du formalisme. C'est de faire, en l'occurrence, provoquer une sensation, oui peut-être. Donc ça peut être peut-être du sensationnalisme, je ne sais pas. Mais, émotionnel. Sensationnel, peut-être plus que spectaculaire. C'est pas le spectacle non plus qui nous intéresse, mais la sensation était importante au moins dans ce projet-là. Donc l'enjeu spécifique de parler du vin avait une particularité très forte sur un sujet comme celui-là. D'accord. Donc c'est dit. J'enchaîne parce que je vois que ça s'avance. Juste pour une question rapide d'Irénée Scalbert sur les relations à l'histoire, en tous les cas via l'ornement, le pattern. Et donc la question qui est posée là, c'était sur la question peut-être plutôt anglaise, qui est ce retour à la relecture de l'histoire qui produit des architectes comme Caruso ou 6A, comme ça des gens de votre génération. Donc est-ce que vous, à travers vos projets, donc lui aussi a produit un petit livre qui est vraiment intéressant, Never Modern. Ça, c'est le projet de 51 à Tienen. Et alors, on parlait d'enfants, mais alors là, on oppose les layettes bleues et roses. Je suis d'accord, ça n'a pas grand-chose à voir. C'était simplement un prétexte pour parler de la question de l'ornement. Quelqu'un... Bon, alors ce cas, c'est un cas vraiment particulier. C'est la suite d'une grande bataille entre la direction du Forum des images et nous. On voulait faire un projet rose et bleu pétard. Et on a fait plein de versions de projets avec différentes couleurs et ça allait jamais les couleurs. Alors finalement, on a fait un projet noir et blanc. Et il est resté un fond de rose, un peu une sorte de scarification rose qui est finalement... ce qui restait de ce dialogue assez difficile sur la question de la couleur. Et voilà, c'est une sorte d'ébauche du mouvement qui répond au ruban lumineux, qui fait une sorte de déroulement dans tout le projet, lequel répond aussi à un fonctionnement. Enfin, c'est presque fonctionnel comme projet. On est au fond d'un trou, au 4e sous-sol du Forum des Halles. Et il faut combattre l'attraction lumineuse des commerces qui sont en face. Donc en fait, on a fait un projet basé sur la lumière. Les lumières sont roses, il y a des rappels. Mais voilà, c'est pas plus ornemental que ça en fait. Et nous, on est assez
décomplexé par rapport à la question de l'ornement, en fait. On pense que chaque époque, elle a une manière de faire son ornement. Même quand Loos, il dit il faut pas d'ornement, en fait, quand on regarde ses projets, c'est plein d'artifices, il a des miroirs partout, il a des matériaux sublimes. C'est une fausse sobriété, et chaque période fait ça, en fait. Donc quand on regarde l'histoire de l'architecture, en fait, chaque période a retravaillé sur différents artifices qui sont autant d'ornements. Même quand on fait un projet archi dépouillé, en quoi c'est plus vrai qu'un qui n'est pas avec des super, ou un projet qui avait des super matériaux. Nous, on n'a pas de position là-dessus, en fait. On peut en mettre, non, mais c'est comme une matière, quoi. Non, mais Loos, là-dessus, l'ornement, il opposait le tatouage à la nature réelle de la matière. Donc, il ne remettait pas en cause le côté décoratif de la matière elle-même. Simplement, c'est sur la véracité du dessin ou de l'expression. Alors après, le tatouage, c'est un grand sujet dans l'histoire de l'humanité. C'est quand même à la base de l'humanité. Le tatouage, c'est ce qui définit l'humain, quoi. Mm-hmm. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça, en fait. En tous les cas, l'informatique nous le permet. Sur la place, juste en un mot sur le... Là, justement, le dessin devenait stratégique pour ce projet. Le dessin de ces bandes au sol. C'est vrai que le sol, comme quelque chose qui est très proche, et quelque chose qu'on peut presque toucher, est un outil qu'on aime bien travailler parce que ça peut créer une échelle et ça peut créer aussi une sorte de communication avec les gens qui l'utilisent. Il y a un architecte belge qui est très bien, mais qui dit oui, le plafond, c'est le territoire de l'architecte parce que personne ne peut toucher. Tu peux faire n'importe ce que tu veux et ça sera toujours comme ça. Et c'est peut-être vrai, mais le fait que le sol, c'est le moment peut-être où tu communiques le plus avec les gens qui bougent dans l'espace. Dans pas mal de projets, on a vraiment trouvé le sol comme un outil orienté, déstabiliser. Par exemple, le sol, le carrelage en blanc et rouge à Seamine, c'est tellement domestique et c'est tellement reconnaissable par tout le monde, mais sur une échelle qui le rend complètement différent, que ça parle à tout le monde. Et c'est vraiment ça, je pense, l'avantage de l'ornement. Et je pense qu'effectivement qu'il faut être décomplexé pour l'utiliser. C'est parce que c'est vraiment un outil de communication. Et dans ce sens-là, c'est vraiment peut-être aussi quelque chose qui est un peu sous-utilisé aujourd'hui et qui a beaucoup de potentiel, je pense. Après, c'est vrai que nous, on aime bien travailler parfois sur les troubles, sur le visible. Et le graphisme, l'ornement, le miroir vont changer la perception. Et ça, c'est important parce que des fois, on est dans des espaces qui sont petits, resserrés, etc. Il faut changer la perception du lieu et c'est intéressant pour ça. L'ornement, disons, avec la petite échelle, il peut donner des éléments à quoi s'attacher. Ça ressemble un peu à la question du maladroite juste avant, mais on a trouvé par exemple des photos sur cet espace de Seamine sur la terrasse, des photos des mariages qui utilisent c'est comme un tapis pour eux. Oui. Donc ça rejoint ce que dit Irénée Scalbert sur l'ornement qui était dans un passé récent proche de toutes les pratiques, y compris politiques. Donc une dernière image, question, c'était une question héritée de la Biennale de Venise, mais bon, il est peut-être un peu tard parce que, je sais pas, vous m'avez dit tous les deux que c'était quelque chose d'ardu, parce que là, Koulas, à travers l'effet bibliothèque Laurentienne, expliquait que Michel-Ange avait inventé tout,
tous les éléments d'architecture, de la porte à l'escalier notamment. Et donc à travers cette expérience-là, il faisait le constat que d'être moderne, c'était avant tout de faire ce qui n'avait jamais été fait. Et donc, est-ce que vous vous posez cette question de temps en temps sur un degré de modernité, en tous les cas un degré d'adaptation à l'époque et à l'histoire? Je pense qu'effectivement, quand on est architecte, on conçoit déjà des projets qui vont être construits 2, 3, même peut-être 10 ans plus tard. Donc on est toujours un peu obligé déjà de se projeter, d'anticiper sur certaines choses, donc d'être à l'affût des évolutions de la société, de ce qui va bouger, ce qui va vraiment changer, ce qui n'est pas forcément de la mode. On est forcément un peu victime de la mode. Donc on est toujours obligé d'être, pas un coup en avance, mais la société, elle évolue de toute façon. Donc nous, on est quand même, en tant qu'architecte, au service des humains, des gens qui vivent en premier lieu. Et donc peut-être que par là, il faut être moderne, si c'est ça le sens de la modernité, si c'est dans le sens du progrès, dans le sens de l'innovation. Mais bon, il y a beaucoup de sens. Le terme, en fait, c'est l'invention pour Koulas, c'est-à-dire créer quelque chose qui n'a jamais été. Alors, l'invention, elle est très rare. L'innovation est déjà plus fréquente. Donc, déjà, mettons-nous déjà au niveau de l'innovation. Mais l'innovation, c'est aussi. Ça contient beaucoup de choses. Donc. C'est quelque chose d'assez difficile, mais par exemple, je pense que ce qui est important, pour nous, c'est aussi d'être libre. À un moment donné, Anouk disait d'être décomplexé. À un moment donné, pas forcément se poser toujours 1000 questions, mais se dire voilà, là, peut-être que l'intuition elle est aussi importante et on a l'impression que ça peut être intéressant. C'était pas forcément ce qu'on avait attendu, on va l'argumenter et allons-y comme ça. Voilà. Donc, et c'est la liberté et l'audace aussi peut-être. Et puis c'est pas l'innovation pour l'innovation en fait, c'est parce qu'on est dans une époque qui a des besoins, qui est en crise, qui doit chercher des solutions et du coup on se dit il y a une urgence à trouver des choses. Mais peut-être la modernité, c'est aussi d'aller rechercher dans le passé certaines choses qui étaient bien et de les transformer pour en faire autre chose. Pendant longtemps, on a cru que les nouvelles choses étaient meilleures que les anciennes. Enfin, bon, bah voilà, c'est fini. En fait, c'était une croyance peut-être pour faire tourner les industries et faire marcher le business des industriels. Mais voilà, je crois qu'il faut enfin, pour nous, la question de l'innovation, elle se place par rapport à l'urgence d'une société à changer et à faire changer les lignes. Et effectivement, il nous est arrivé d'avoir certaines idées. On s'est dit, il faut le faire absolument parce que sinon personne ne le fera. Mais voilà, ça peut aller vraiment dans toutes les directions, vers l'avant, vers le passé aussi. C'était aussi ma première réflexion quand j'ai vu la question que modernité dans le sens de couper les liens avec le passé et réinventer le monde, je crois non. Mais peut-être même au contraire, d'aller chercher les éléments qui sont toujours valides. Mais en même temps, on peut pas, comme la société évolue, on doit quand même suivre ou même essayer de prévoir. Alors, on ne peut pas non plus rester dans un passé, répéter des recettes, si vous voulez. Mais oui. En même temps, avec l'architecture, ce qui est intéressant, c'est que l'innovation n'est pas nécessairement sur chaque élément en soi, mais que déjà la manière de combiner des éléments qu'on peut-être connaît déjà, qui nous sont familiers, mais dans une manière différente, car le contexte est tel, car les besoins sont tels, que quand même, il peut produire quelque chose de nouveau, avec des matériaux, pour le reste, des éléments plutôt que des matériaux déjà connus. Un genre de patent. Et par exemple, ce projet-là
qui est un projet théorique, enfin de recherche sur le bureau thermo. Là, on est aussi dans un rapport justement à l'histoire, employer des choses et en même temps y appliquer de nouveaux éléments. Vous en parlez juste en 2 phrases, parce que, je sais pas, il est 8 heures. On a jusqu'à quelle heure? On a toute la nuit, c'est bon. Pas la nuit? 8h30, d'accord. Parce que j'avais fait comme ça une série de petits sets dans lesquels on pouvait opposer des projets, ne serait-ce que déjà pour voir un petit peu le type de questions soulevées. Donc là, c'était une façon de répondre au climat, juste en 2 mots, non? Et après, on parlera pareil en 2 mots de la façade algues. En 2 mots, c'est la réflexion dans ce projet-ci, c'est de dire, au lieu de raisonner avec un standard, donc un programme qu'il faut réaliser, de questionner le programme et de dire, si on veut avoir un bâtiment qui résonne mieux avec l'énergie, on pourrait aussi créer des climats différents et adapter les usages. Et du coup aussi créer un bâtiment qui déstabilise un peu les usages dans un bâtiment pour créer des endroits qui sont parfois plus resserrés, parfois plus collectifs, parfois très minces. Et donc qui du coup, avec cette question du climat, peut créer un bâtiment de bureau comme un microcosme qui parle bien avec l'idée que les collectivités sont plus souples, qu'ils sont plus aléatoires dans le temps. Et c'est commencé avec ces 2 schémas-là qui étaient une spéculation plus théorique, fait dans l'agence, juste comme ça, pour articuler l'idée, et qui est après appliqué dans un bâtiment à Lyon qu'on a proposé. La discussion avec les promoteurs était très intéressante, parce qu'à la fois, ils trouvaient que notre réflexion et le rapport avec les usages d'un espace bureau très proche d'une gare TGV était très pertinent, mais après, c'est effectivement pas standard. Et donc, pendant cette session de concours, on n'a pas pu changer les équilibres dans ce cercle de promoteurs. Donc, oui. Donc peut-être une autre fois. Maintenant, il y a quelqu'un dans la salle qui est intéressé. Ouais. Donc c'est en cours. Et vous, votre projet façade est en cours aussi? Alors, on ne sait pas, parce qu'en fait, on a présenté ce principe de façade pour réinventer Paris, et c'était ce matin le grand jury, et ils n'ont pas donné le résultat, ils le donneront que dans 15 jours, alors bon, on fait des prières. Et donc ici, le principe, c'était... Là, c'est l'inverse, là, c'est un projet plutôt actif, avec le système des microalgues en façade. Voilà, l'idée c'était de changer le paradigme. Jusqu'à présent, on a des villes d'un côté qui sont belles, vertueuses, etc. et qui consomment ce qui est produit ailleurs. Et puis ailleurs, on a des usines qui dégagent qui consomment plein d'énergie, et des campagnes qui utilisent plein d'engrais, tout ça. Et l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir 2 mondes séparés, si on associe les 2 mondes, on va mutualiser les ressources, et donc on va dépenser globalement moins d'énergie. En l'occurrence, on s'est intéressé aux microalgues. Les microalgues c'est du plancton qui vit dans l'eau et qui a les mêmes besoins thermiques que les humains. Ils n'aiment pas avoir froid ni trop chaud. Donc l'idée, c'est au lieu de les élever à la campagne et de les chauffer et les refroidir tout le temps, on les élève dans les milieux de vie des humains, comme ça ils profitent de la chaleur des immeubles. Et voilà. Et comme ça, on peut faire des productions à basse consommation qui servent aussi à la régulation thermique des logements. Et voilà, c'est un exemple de symbiose, c'est un exemple qui est tiré parti, qui est inspiré plutôt par ce qui se fait dans le vivant. Souvent, il y a des bactéries qui vivent avec des plantes, et comme ça, ils ont des bénéfices mutuels. Et donc là aussi, c'est un symbole et un petit manifeste. D'accord, donc c'est en train de sortir des laboratoires. Ce que je vous propose, c'est peut-être de zapper quelques projets, comme le projet de Tours. En revanche, on peut parler de la question du musée en blanc dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que
vous avez tous les deux fait, sans le savoir, la même expérience et de vous retrouver face à des programmes sans contenu, quoi, et qui n'allaient pas forcément en avoir. Donc, comment... Donc, ce genre de conditions, comment nous permettent-elles d'aborder ce type de programme? Parce qu'un musée sans collection, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on avait un gros problème, c'est qu'on avait un contrat qui nous disait qu'il fallait qu'on présente les objets qui devaient être présentés. Simplement, personne ne nous disait ce qui devait être présenté. Il n'y avait pas de programme scientifique, il n'y avait pas de programme muséographique. Et quand même, on devait faire des installations. Donc finalement, en fait, on a compris qu'en Corée, il ne fallait pas poser de problème, il fallait tout résoudre. Donc finalement, on a embauché des scientifiques, des spécialistes de l'histoire de l'humanité et des paléontologues pour faire le programme scientifique. Et avec eux, on a défini les contenus. Et à la suite de ça, on a échangé avec les scientifiques coréens. Et ce qui nous a permis de définir tous les objets qui devaient être montrés. Donc effectivement, on n'avait pas de programme, et on l'a fabriqué. Très bien. Et vous, sans collection? Je pense sans collection, effectivement, on a créé un musée qui produit une friction en soi. Donc il y a effectivement la grande halle avec une sorte de très grand bâtiment, presque d'appartement, et qui permet aux visiteurs d'avoir avec ces deux éléments-là un parcours. Donc on accède dans le bâtiment, dans le fin bâtiment, on peut monter, on peut voir sur la halle. Et la halle, c'est aussi une sorte de paysage où le projet curatorial devient aussi une histoire, où on n'occupe pas tout l'espace parce que c'est trop grand. Et donc du coup, de nouveau, l'obstacle qui crée le bâtiment, je pense, crée le programme, parce que c'est le parcours, c'est cet obstacle qu'il faut réapproprier, qu'il faut interpréter, qu'il faut... c'est donc avec ces deux objets-là, nous on a installé un parcours, et j'ai l'impression que l'autre projet c'est un peu la même chose, c'est peut-être plus ancré dans le contexte, ça c'est très décontextualisé, mais l'idée si je vois bien, de se balader sur le toit, d'avoir une expérience. Cette expérience devient aussi la façon de découvrir, la façon de voir, se souvenir. Avec on a un accès immense à la formation aujourd'hui, sans être de quelque part, on peut savoir beaucoup. Et la raison pour aller dans un musée, c'est à la fin, à travers cette réflexion qu'on faisait sur le Dutch National History Museum, c'était plutôt sur deux choses, sur l'aspect physique des choses. Alors l'échelle, par exemple, des objets, ça pourrait être du coup quelque chose que tu ne peux pas avoir d'autre manière qu'en étant là. Et l'expérience collective, alors ça veut dire le partage de cette expérience qui fait aussi que ça vaut la peine d'être là, avec les autres, d'en discuter, d'en confronter les aspects, les opinions et ces deux échelles et la collectivité, l'expérience collective, c'est ce qu'on cherchait de faire pour compenser l'absence des objets. D'accord. Oui, je crois que cette notion d'expérience, c'est vraiment ce qui peut relier, parce que tout à l'heure on a parlé de forme, en fait, c'est pas ce qui nous intéresse en fait. On part de l'expérience et de l'expérience du visiteur, du flux du visiteur, et finalement le bâtiment se tisse et se fabrique autour de ce flux et autour de cette émotion qu'il va avoir, et c'est pour ça que l'expérience elle commence dehors.
Et elle commence dans le paysage, et en l'occurrence, dans ce projet en Corée, c'est vraiment un arpentage du paysage qui continue dessus, dessous. Ok. Alors à propos de paysage, un paysage urbain, pareil, en 2 mots, 2 incrustations urbaines qui montrent votre façon de régénérer l'espace. Alors l'un sous le viaduc Le Corbusier à Lille, on en parlait tout à l'heure, c'est l'esprit minimal qui régnait sur l'agence il y a X années. Et puis une intervention pour atelier d'artistes dans un petit îlot. Et là, on voit bien comment on peut s'installer au centre de quelque chose de dense. Ce projet-là, c'était assez particulier. D'un côté du client, donc, il y a un projet de la ville pour installer une petite cité des arts sur cette île, mais aussi sur la question de budget, qui je crois a été déterminante pour ce projet-là, car c'est un projet de budget très bas. Notamment, ça serait quelque chose comme 450 € par mètre carré. Je crois que c'est aux alentours de ça. Et alors, ça nous a obligés de faire des choix. Et dans ce sens-là, il y avait pratiquement 2 interventions qui étaient faites très ponctuellement et de manière plus élaborée. Ça veut dire les 2 pavillons d'entrée et de la circulation verticale, qui sont ceux de là, le 2 pétagones, et que le reste a été traité d'une manière très minimale dans le sens des moyens. Vous aussi, vous aviez des moyens minimaux ? C'est effectivement un projet sur le minimalisme, en l'occurrence. C'est une sorte de tube blanc et complètement abstrait qui est glissé sous le pont. Et c'était particulièrement minimal parce qu'on n'avait ni le droit de se poser au sol, ni le droit de se suspendre. Il y avait plein de réseaux dessus et dessous, et tout était interdit. Donc voilà, on a fait un projet suspendu qui s'est construit en 24 heures. Voilà, on a fait un grand toit au sol et on a soulevé un jour avec 3 grues. Et il y a toute une armée de petits ouvriers qui sont venus le poser. Et voilà, c'est vraiment le degré minimal du projet en fait. D'accord. Bon alors, pour finir, retour à Paris sur déployer ou non librement la créativité des architectes. Tout ça pour présenter rapidement les 2 projets en cours là, dont on parlait là, sur Réinventer Paris. Donc ça vous inspire quelque chose de déployer une créativité, vous, en général? Bon. Et sinon, sur les projets en cours à Paris de ce type-là, vous avez des choses qui vous... Non. Non. C'est pas grave. Je vais déjà répondre sur Réinventer Paris quand même, parce que c'est quand même le grand événement de l'année dernière. Je pense quand même ça a eu un effet booster incroyable, quoi, parce que ça a mis en effervescence, en ébullition un peu tout le milieu, non seulement des architectes. Les architectes, ils étaient déjà en effervescence par nature, parce qu'ils sont toujours volontaires pour faire plein d'innovations, mais c'est surtout les promoteurs qui s'y sont mis. Tous ont eu plein d'idées, c'était presque la révolution chez eux, ils voulaient faire plein d'innovations, tout ça. Et ça, je trouve, c'est quand même pas mal, parce que finalement, les architectes avant, ils réfléchissaient à des trucs, ils avaient des utopies, tout ça. Et là, tout le monde s'y est mis. C'est quand même un sacré truc d'avoir remué tout ce monde, qui est un monde d'habitude. Quand on est dans le bureau, par exemple, on fait un produit pour des investisseurs. On ne fait pas un truc révolutionnaire d'habitude. Voilà, donc ça, c'est quand même le grand point fort. Et je pense qu'il y aura un avant Réinventer Paris et un après Réinventer Paris. Bon, il y a quand même un côté obscur de la force, qui est que quand même tous les architectes, je pense, ont été très épuisés après, parce que ceux qui ont fait plusieurs concours, finalement, ça a été beaucoup d'investissements. Et alors, ça va si on en gagne un, mais si on n'en gagne aucun, ça peut être assez déprimant quand même pour les agences, je pense.
Oui, parce que nous, on a aussi participé dans ce concours avec l'agence l'AUC. Et moi, j'étais très étonné de deux choses. Une chose, c'est qu'il n'y avait aucun outil pour créer le dialogue. Moi, je pense pas que si tu veux essayer quelque chose, si tu ne peux pas l'expliquer, la seule chose que tu peux faire, c'est vendre des solutions ou des soi-disant solutions, des préfigurations de solutions, et pas vraiment une piste de recherche, je pense, moi personnellement. Et je pense aussi de là vient un peu le décalage que je perçois personnellement entre le système de algues et la façade. Il y a il faut trouver un moyen, je pense, de parler de cette technologie, mais aussi de le vendre comme quelque chose d'attractif. Et c'est pas encore clair si c'est le cas, je pense. Mais du coup, peut-être on n'a pas les bonnes stratégies pour vendre des idées dans un contexte pareil. Et une autre chose que je trouvais étonnant, c'est que si tu lances une campagne avec tellement de monde et tu ne construis pas le dialogue, et en plus, il y a des cahiers de charges qui sont tellement exagérés pour un travail qui n'est pas rémunéré, ça je trouve presque pervers. Mais, donc, dans ce sens-là, on est comme milieu, je pense que ça serait presque mieux de dire si c'est organisé de telle façon, nous on ne fait pas. Il y a des limites, tu veux dire? Oui, et il y a aussi un respect pour le déploiement de la créativité, je pense. Et je pense que c'est mieux d'organiser une table ronde dans une après-midi pour dire pour les promoteurs quels sont les obstacles, pour l'énergie quels sont les obstacles, qu'est-ce qu'on peut inventer ici et qu'est-ce qu'on veut tester. Oui. Mais peut-être je suis devenu un peu trop... comment dire, suspicious après 50 000 logements, où c'était un effet d'annonce extrêmement forte. Et heureusement, on a trouvé d'autres contextes pour déployer tout ce qu'on a développé dans 50 000. Et c'était vraiment un contexte où on a pu développer énormément de choses. Et maintenant, on fait en verse des choses. Par exemple, basé sur ce même travail, mais quand même ce décalage et la façon de créer des milieux d'innovation, je pense pas, pour moi, c'est pas une procédure à première vue. Et je comprends bien que ça produit quelque chose, et ça c'est très bien, mais dans la base, je suis pas très convaincu des conditions et de l'approche. En fait, ce qu'il faudrait espérer, c'est qu'il y ait plus de l'eau en jeu, en fait, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, beaucoup d'idées brassées et presque divulguées et ouvertes à tous, des projets de recherche innovants même qui sont passés dans le domaine commun, en fait. Donc, c'est un peu dur pour ceux qui ont eu, parce qu'on connaît plein de gens qui avaient des innovations particulières et finalement... les promoteurs, ils ont pris l'innovation, après ils vont la reproposer à notre architecte et ainsi de suite. Du coup, c'est vrai qu'on entend des gens qui sont un peu tristes de ça parce que finalement ils ont cherché, ils ont bossé et puis voilà, ça sort pas. En fait, ce qu'il faudrait espérer, c'est qu'il y ait plein d'autres lots à mettre en jeu pour que tous ces gens qui ont travaillé puissent mettre en œuvre leur projet parce que en fait, il y a eu une grande recherche quand même collective. Et finalement, il y a 26 lots. Et en fait, il y en aurait 3 fois plus, ça serait vachement bien. En fait. Mais c'est pas que je suis frustré ni triste, mais c'est juste que si tu fais un test et si tu essayes quelque chose et si ça rate, c'est bien discuter pourquoi ça rate. Et, to learn from your failures, ça c'est le vrai projet d'innovation, je pense. Oui, et c'est presque plus construit comme une série de succès qu'une série de failures. C'est quoi
d'échecs possibles, parce que ça c'est vraiment l'innovation, je pense, et ça c'est vraiment réinventer Paris, d'oser faire des échecs, parce que si tu vois l'image avant, avec non, celle d'avant encore, avec le projet de la tour pour moi ça c'est vraiment Paris, que tout est en rapport avec la tour Eiffel, ou bien tout est en phase avec la croûte urbaine, et on n'ose plus faire autre chose. Et peut-être c'est bien, parce que peut-être les années 60 et 70 ont montré que c'est mieux de ne pas trop tenter que de faire des erreurs, mais quand même comme condition de travail, c'est un peu claustrophobique, je pense. Oui. C'est pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait des projets qui sortent du lot. Parce que sinon, Paris se fossilise, quoi. Donc c'est bien de changer cette image, et dans ce contexte de dépression, en même temps, sortir des projets nouveaux qui sortent des lignes. Là encore, ça peut être bien quand même pour changer l'image de la ville. Donc, en tous les cas, si vous construisez pas forcément, il reste les revues qui sont aussi un terrain de hein, donc que l'on soit publié ou que l'on contribue aux revues. Et sinon, il y a aussi un autre terrain, un des derniers, qui est les sites, les lieux d'exposition qui à Paris, entre autres, le permettent. Et alors, juste pour la dernière image, vous avez un avis sur le nouveau Pritzker, sur le fait que nous ayons hérité d'un nouveau prophète ou un héros de l'architecture engagée? Non. Bon. Si, juste rapidement, c'est un peu... la réaction est un peu hypocrite, quoi, de celui qui a reçu le prix. Après, c'est juste un prix, hein. Donc ça n'intéresse, c'est que ce cours reçoive le prix finalement. Mais souvent, ce qu'on disait par rapport aux politiques, aux commanditaires, effectivement, aujourd'hui, c'est le prix qui permet aussi d'avoir la clé de la discussion, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a une importance, le prix, la publication. Après, le prix fait une élite, et souvent ça a tendance à occulter finalement tout le corps des architectes, qui, quand même, il y a beaucoup d'architectes qui font des trucs formidables, quoi. Et finalement, on voit plus que quelques-uns. Alors c'est bien pour eux, c'est bien pour leur pays, tout ça. Ils ont un super travail souvent qui nécessite d'être reconnu. Mais finalement, le problème de la starisation, c'est qu'on ne voit plus que quelques-uns, alors qu'en fait, c'est tout un milieu, toute une profession qui avance. Oui, mais il peut y avoir aussi des prix qui soient liés à la profession et qui soient reconnus, qui ne soient pas qu'un effet de spectacle. Je pense à vous, quand vous avez eu le prix Mascante. C'est un prix en Europe du Nord qui est fondamental, qui est important, quoi, par rapport à la production. C'est-à-dire que ça vous donne accès à la commande parce que vous êtes le seul prix par année, quoi. Donc c'est nécessaire, quoi, d'avoir une profession qui sache reconnaître à quel moment se situe une direction de l'architecture, en tous les cas. Ok. Bon, il nous reste temps mort pour vous remercier. J'ai pris une de vos images parce que je trouvais que c'était assez une façon de procéder chez vous, l'art de la coupe. Et puis, merci à vous de nous faire des courbes. Ça, c'est un designer. Voilà. Voilà. Et puis, je ne sais pas si on vous a réunis, mais en tous les cas, on a essayé de vous marier, quoi.